Alors que la plupart des gens, y compris les influenceurs, diététiciens, nutritionnistes, etc., ont tendance à séparer les aliments simplement en caloriques et non caloriques, transformés et non transformés, industriels et non industriels, naturels et artificiels, moi, depuis des années, je les sépare les aliments en forts et faibles. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi cette division est de loin la plus puissante pour nous permettre d'atteindre nos objectifs les plus audacieux en matière de santé, de perte de poids, de bonne forme physique, etc. Alors que presque 50% d'adultes français sont déjà en surpoids, les milliers de personnes que j'ai déjà aidées avec cette stratégie échappent à cette statistique et deviennent de plus en plus en bonne santé et en bonne forme. Si vous êtes en bonne forme et sain aujourd'hui, sachez que vous faites déjà partie de la minorité de la population. Faire ce que la majorité fait ou simplement suivre les recommandations officielles ne fonctionne évidemment pas. Alors comprenons maintenant pourquoi je divise les aliments de cette manière et pourquoi, à mon avis, c'est la seule façon qui a vraiment du sens. Si vous êtes nouvelle ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Renata Barcelos. Je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la seule méthode métabolique de perte de poids, l'accélérateur maigre définitivement. Je suis ici chaque semaine pour vous aider à atteindre et à maintenir la meilleure forme de votre vie et à rester en bonne santé, à maigrir pour de bon, toujours basé sur la meilleure science à laquelle j'ai accès, et sans blabla. Alors, la division entre aliments forts et faibles prend en considération ce qui est, à mon avis, le facteur le plus important de tous, l'impact métabolique de chaque aliment sur notre corps. Si un aliment a tendance à être bien digéré, bien absorbé, bien métabolisé par le corps de la grande majorité des gens et qu'il favorise la bonne forme et la santé, il est classé comme fort. En revanche, si un aliment a tendance à être plus difficile à digérer, interfère négativement avec l'intestin et sa microbiote, contient des composés antinutritionnels qui empêchent l'absorption des minéraux, vitamines et protéines, ou interfère négativement avec notre système endocrinien, promeut l'oxydation, l'inflammation ou entrave encore le processus de génération d'énergie cellulaire par notre corps, favorisant le gain des poids et la détérioration de la santé, eh bien, il est classé comme faible. Et remarquez que cette division va bien au-delà de la simple superficialité de séparer les aliments basés sur les calories, caloriques ou non caloriques, ou de se focaliser seulement sur cette question comme le fait malheureusement la grande majorité des gens. Des calories égales provenant d'aliments différents peuvent avoir un impact complètement différent dans le corps. Et cela, combiné au fait qu'aujourd'hui, nous savons que le gain de poids est un problème essentiellement métabolique et non calorique, continuer à se concentrer sur les calories est complètement contre-productif et n'aidera personne. Cela n'aide personne. Mais maintenant, bien sûr, le côté négatif de cette nouvelle division entre fort et faible est que cela demande vraiment une connaissance beaucoup plus profonde, une connaissance plus critique, une connaissance contextualisée, une connaissance complète de la physiologie humaine, du métabolisme, de l'endocrinologie et de la biologie. Mais c'est pour cela que je pense être utile en fait, pour essayer d'étudier ces choses, de démystifier les choses de plus en plus et de vous transmettre ce qui importe le plus ici, de manière facile, sans que vous ayez besoin de plonger dans les livres et les études par vous-même. Donc vraiment, cette division demande plus de travail, parce qu'elle est plus profonde que simplement parler des glucides ou non glucides, caloriques ou non caloriques, raffinés ou non raffinés. Mais le bon côté est que le changement, lorsque vous commencez à l'appliquer en pratique, vous commencez enfin à voir les choses se produire réellement. Alors prenons un premier exemple classique ici qui est très important pour que vous compreniez un peu plus. Disons 500 calories d'huile de tournesol contre 500 calories d'huile de coco. Lequel est le faible et lequel est le fort et pourquoi? Les deux ont des calories égales. Les deux sont de la graisse pure. Les deux ont 9 calories par gramme. Donc, ils sont essentiellement égaux, n'est-ce pas? Et la plupart des gens, comme nous le savons, et malheureusement d'ailleurs, diabolisent l'huile de coco parce qu'elle est principalement une graisse plus saturée et promeuvent l'huile de tournesol comme saine parce que c'est une graisse plus polyinsaturée. Mais le verdict est-il correct ou incorrect? Eh bien, il n'est possible de le savoir que lorsque nous analysons en fait les impacts métaboliques de chacun sur le corps. L'huile de tournesol est l'une des huiles les plus riches en acide linoléique, un acide gras oméga 6 polyinsaturé très problématique.
Lorsque nous consommons un repas plus riche en cette huile, en cet acide gras, nous voyons par exemple des choses comme cette étude de 2018 qui a constaté. Cette étude indique que chez les personnes en surpoids, les repas riches en acide linoléique peuvent promouvoir un excès de consommation calorique. Et cela s'est produit pour plusieurs raisons, y compris la promotion d'une grande sécrétion de la gréline. La gréline est l'hormone de la faim dans notre estomac, et même une plus grande sécrétion d'insuline, qui est également favorisée par cette même graisse, l'huile de tournesol, riche en acide linoléique. Eh bien, l'impact métabolique de cette huile n'est pas souhaitable. De nombreuses études sur les animaux, y compris celles qui testent cette question des graisses polyinsaturées, comme l'huile de tournesol, de soja, l'huile de colza, l'huile de maïs, les margarines, montrent également que lorsque nous augmentons la proportion de ces huiles dans les régimes alimentaires des rats, même en maintenant la quantité totale de calories la même, cela tend à provoquer une explosion d'obésité chez ces animaux. En revanche, l'huile de coco est principalement composée d'acide laurique, qui est une graisse saturée à chaîne moyenne, très connue pour être utilisée immédiatement par le corps comme énergie et ne pas être stockée en grande quantité comme graisse. D'ailleurs, c'est tellement le cas que dans le passé, certains agriculteurs qui ont essayé d'engraisser les porcs en leur donnant de l'huile de coco ont fini par voir le porc maigrir au lieu de grossir. Alors allons-y, même calories, impact métabolique complètement différent. Et c'est pourquoi que l'huile de tournesol est considérée ici comme un aliment faible et l'huile de coco comme un aliment fort. Et ici, je ne rentre même pas dans le mérite, évidemment, que les graisses saturées sont en fait consommées depuis des siècles dans notre histoire par des générations et des générations sans aucun problème. Y compris le fait que la majeure partie de la graisse du propre lait maternel est plus saturée, n'est-ce pas? La nature sait ce qu'elle fait, c'est la chose la plus naturelle du monde. Cependant, les huiles de cuisson, comme l'huile de tournesol, sont une chose absolument nouvelle, qui n'existe même pas et n'était pas consommée avant le début du XXe siècle. Donc, si nous y pensons de manière simple et critique, nous imaginons que, les aliments anciens ne peuvent pas être la cause des maladies nouvelles, n'est-ce pas? Ayant compris cela, passons à un autre exemple maintenant concernant les protéines pour que vous compreniez, d'accord? Ici, nous comparons donc le soja, considéré par beaucoup comme la meilleure source de protéines végétales, et nous les comparons au poulet. Eh bien, le poulet est une protéine d'origine animale que tout le monde connaît. Sur le papier, lorsque nous regardons 100 g de soja, des grains de soja cuits, il y a 18 g de protéines. Cependant, en regardant la littérature, nous voyons qu'au minimum 6% des protéines du grain de soja sont ce que nous appelons des inhibiteurs de trypsine, c'est-à-dire un composé qui inhibe, qui empêche l'absorption des protéines du soja par notre corps. Autrement dit, ce qui est sur le papier est très différent de ce que notre corps parvient en fait à absorber et à utiliser. Et c'est pourquoi d'ailleurs que les végétariens et les végétaliens sont conseillés à consommer environ 30 à 40% de plus de protéines que les personnes qui ne sont pas végétaliennes ou végétariennes, pour tenter réellement de compenser cette différence de biodisponibilité de ces aliments et ces protéines. Et ici, je ne parle même pas du fait que le profil en acides aminés du soja est incomplet, sans compter d'autres composés comme les antinutriments et le phytoestrogène qui sont dans les grains de soja et qui perturbent notre système endocrinien et empêchent l'absorption d'autres nutriments également. Voilà pour l'histoire du soja. Le poulet, eh bien, tout le monde connaît, n'est-ce pas? 100 g de poulet cuit contient environ 30 g de protéines avec un profil en acides aminés complet, hautement biodisponible, sans inhibiteurs ou antinutriments et sans effet endocrinien négatif. C'est pourquoi, évidemment, le soja est classé ici comme faible et le poulet est classé comme fort. Passons maintenant à un exemple en relation avec les glucides. Comparons ici les haricots et la pomme de terre. Voyez-vous, les haricots en général, surtout aujourd'hui, sont considérés par beaucoup comme une excellente source de protéines. Mais pour les mêmes raisons que le soja, étant une graine, une légumineuse de la même manière, ils souffrent également de cette question des antinutriments qui empêchent l'absorption de leurs protéines, etc. Et encore une fois, les valeurs qui sont sur le papier sont très différentes des valeurs qui sont réellement absorbées par le corps. Mais quoi qu'il en soit, sachez que dans les haricots, 75% de leurs calories ne sont pas des protéines, ce sont des glucides sous forme d'amidon et des fibres.
La pomme de terre, elle, a 94% de ses calories provenant des glucides sous forme d'amidon. Donc, les deux aliments sont principalement des sources de glucides. Les haricots, comme tout le monde le sait, sont connus pour provoquer des gaz, n'est-ce pas? Et cela peut être aussi un problème pour les personnes qui sont déjà plus sujettes à la dysbiose intestinale. Cela se produit à cause des fibres plus fermentables que les haricots contiennent, qui à leur tour peuvent nourrir à la fois les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries dans l'intestin. De plus, étant botaniquement une graine, les haricots sont en fait remplis d'antinutriments et sont également des digestions plus difficiles. Et c'est tellement le cas que nous savons tous l'importance du travail des préparations des haricots avant la cuisson, n'est-ce pas? Tout cela pour essayer de les rendre plus tolérables pour notre corps. La pomme de terre, en revanche, n'a pas ces problèmes, comme nous le savons. Généralement, elle est plus facilement digérée par la grande majorité des personnes, étant une source beaucoup plus efficace et bienvenue des glucides pour le corps. C'est pourquoi la pomme de terre est classée comme forte et les haricots sont classés comme faibles. Mais maintenant, bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez nécessairement éliminer les haricots de votre vie. Cela signifie simplement que vous devez considérer ces impacts métaboliques potentiels des haricots lorsque vous les consommez. Il vous appartient donc d'expérimenter, de voir s'ils posent un problème pour vous ou si vous les tolérez bien. Et ainsi, vous pouvez prendre une décision plus éclairée. Pour plus d'exemples d'aliments forts et faibles, je laisserai ici dans la description de cette vidéo 3 autres vidéos où j'ai donné des exemples des protéines, des glucides et aussi des graisses pour que vous puissiez les voir plus tard. Lorsque vous commencez à utiliser au quotidien cette division plus pertinente d'aliments faibles et forts dans votre routine et que vous commencez à remplacer la plupart des aliments faibles par des aliments forts, les choses commencent enfin à se produire et tout commence à devenir plus clair, y compris devant le miroir, dans la façon dont vous vous sentez et tout le reste. L'objectif principal de cette division entre faible et fort est justement de maximiser le pouvoir nutritionnel de notre alimentation et de potentialiser au maximum l'efficacité de la production d'énergie cellulaire dans le corps, afin de fournir au corps le meilleur carburant pour qu'il puisse être la meilleure expression possible de son potentiel en tant qu'être humain. Et avec cette connaissance, il est possible de s'ajuster, de créer une alimentation forte optimisée pour chaque objectif. Que ce soit une prise de poids saine, le maintien du poids, le gain des muscles ou bien sûr la combustion des graisses et une perte de poids accélérée. Si tout cela a du sens pour vous et que votre objectif est la perte de poids, si c'est votre priorité, vous pouvez le faire avec mon aide en suivant tout pas à pas, ayant déjà à disposition des listes complètes d'aliments forts approuvés pour les inclure à chaque phase au bon moment, avec des exemples de menus, des recettes pour vous inspirer et tout ce dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif. Vous pouvez trouver tout cela dans mon programme de perte de poids Accélérateur Maigrir Définitivement. Pour y jeter un coup d'œil, il suffit d'aller sur accélérateur-md.fr ou de voir le lien dans la description. Vous pouvez y participer avec absolument zéro risque et avec ma double garantie. Si vous pensez que cela peut vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre tout de suite. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 6 ans. Cette différence entre faible et fort est une différence qui fait vraiment la différence. Elle est beaucoup plus profonde, prend en considération l'impact métabolique des aliments. Des aliments différents avec les mêmes quantités de calories peuvent impacter votre corps différemment. Parfois, sans que vous le sachiez, vous consommez des aliments qui favorisent métaboliquement le gain de poids. Et lorsque vous changez cela et commencez à alimenter votre corps avec des aliments qui favorisent métaboliquement la production d'énergie et la combustion naturelle des graisses, eh bien, les choses commencent à se produire beaucoup plus facilement. Vous commencez à perdre du poids, à vous sentir plus énergique, tout en même temps. Et c'est justement ce que j'enseigne dans mon programme Accélérateur Maigrir Définitivement, ainsi que dans mes vidéos hebdomadaires que je partage ici depuis plus de 6 ans. D'accord? Si vous avez des questions, mettez-les ici dans les commentaires et nous continuerons la conversation. Si cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager, à me laisser un pouce en l'air, à me laisser votre commentaire, car toutes ces actions m'aident énormément avec ce travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Au revoir!